Voilà, donc je suis Jean-Christophe Couven, vous me connaissez, je travaille dans la maison et je suis très content d'avoir été invité par Sorbonne Antique. C'est une très bonne chose et une très bonne initiative parce qu'il faut faire vivre l'histoire ancienne, l'histoire romaine certes, mais aussi l'histoire grecque et puis aussi les autres périodes de l'histoire ancienne. Et c'est vrai qu'à l'occasion donc de ces nocturnes de l'histoire qui sont depuis 2 ans simplement, c'est la deuxième édition. La première édition avait été un peu compliquée parce qu'il y avait eu le Covid. Là, on peut se voir. Et donc, à l'initiative de la SOFO, c'est bien que Sorbonne Antique puisse participer aussi. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler, donc à la suite de ce que a fait Félix Hainaut, des cryptoïs, les cryptoïs spartiates, en essayant de voir les interprétations anciennes et les recherches récentes sur les cryptoïs. Alors, les cryptoïs, je les appelle cryptoïs, en fait, dans les manuels, on appelle ça des cryptes. C'est la cryptie à Sparte. Alors la cryptie à Sparte, c'est un grand moment de vos études à l'université, plutôt un peu en L1 déjà. Alors, que sait-on dessus ? Si l'on se réfère aux sources, je vais vous présenter un panorama, un petit parcours de texte. Il y aura des cartes aussi. Si on s'en réfère aux sources, la première qui nous en parle, chronologiquement, c'est Platon, que vous connaissez dans les Lois. Il nous explique donc qu'enfin il y en a donc un exercice. Il fait une typologie des différents types d'exercices liés à l'éducation qui s'appelle la cryptie et qui est extraordinairement pénible en vue de l'endurance. En hiver, les exercices se font pieds nus, on couche à la dure, on se passe de serviteur se servant soi-même, et l'on erre la nuit comme le jour à travers tout le territoire. Donc on a cette description, en gros, qui doit dater du IVe siècle, de la première moitié du IVe siècle, et qui présente donc ce qu'est la cryptie. Un exercice d'endurance pénible. Si l'on continue le petit parcours de texte, on a une possibilité d'explication à travers ce qu'on appelle les scolies. Alors les scolies, ce sont en fait des notices, comme des notices de dictionnaire, si vous voulez, qui ont été mises en marge des manuscrits. Alors pas avant l'époque donc hellénistique à Alexandrie, et même peut-être plus tardivement encore à l'époque impériale. En d'autres termes, c'est impossible de dater une scolie. Ces scolies permettent ensuite à ce que l'on appelle des lexicographes, comme Harpocration par exemple ou d'autres, d'établir des sortes de dictionnaires encyclopédiques, terme à terme, vous voyez, et de ce type de dictionnaire, on en a jusqu'à l'époque byzantine incluse. Et alors là, on a la scolie de Platon au passage des lois que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est une explicitation, vous voyez, c'est-à-dire qu'il va dire un peu plus que ce qu'a dit Platon. Et le scoliaste, comme on l'appelle, de Platon, dit c'est un jeune cryptos, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeune, néos, étant envoyé hors de la cité avec pour consigne de ne pas être vu pendant tout ce temps. Il était donc forcé de vivre en parcourant les montagnes et en ne dormant pas, sans crainte, afin de ne pas être pris, sans avoir recours à des serviteurs et sans emporter des vivres pour subsister. C'est aussi une autre forme d'exercice en vue de la guerre. En effet, en voyant chacun son équipement, il leur prescrivait d'errer toute une année à l'extérieur dans la montagne et de se nourrir par le vol et des moyens de ce genre de manière à n'être visible de personne. C'est pourquoi aussi elle est appelée cryptie, car ceux qui avaient été vus quelque part étaient punis. Et en effet, cryptos, ça veut dire caché en grec tout simplement, et les cryptes, en fait, devaient surtout ne pas être vus. Voilà ce que dit cette scolie. Alors, si l'on poursuit le parcours, on en arrive donc à Justin, qui est l'auteur au IIIe siècle après Jésus-Christ,
en latin, donc un romain, d'un abrégé des histoires philippiques de Trogue Pompée. Trogue Pompée est un auteur du 1er siècle avant, et Trogue Pompée est un Gaulois, un gallo-romain, donc un historien de chez nous. Et que raconte Justin, ou que raconte plus exactement Trogue Pompée, c'est une sorte de digest, si vous voulez, qu'il produit. Eh bien, il dit « Les Spartiates élevaient leurs enfants selon les lois de Lacédémone. Dès l'âge de la puberté. » Alors, c'est pubertatis dans le texte latin, ce qui doit correspondre à ebontes, c'est-à-dire à partir donc de 20 ans. Il les tenait dans les bois, parmi les bergers, sans esclaves pour les servir, sans vêtements pour les couvrir ou pour se coucher. Il voulait, en les éloignant de la ville, les habituer de bonheur à une vie dure et frugale. Ils ne vivaient que de leur chasse, n'avaient pour boisson que du lait ou de l'eau de source. Ils s'endurcissaient ainsi aux fatigues de la guerre. Donc vous voyez, là encore, l'idée principale que ce type d'exercice, qu'on pourrait qualifier éducatif, mais est-ce le cas, avait une finalité, la guerre. Une petite... Ah mince, oui d'accord. Il est parti, oui d'accord. Ah, oui. Désolé. Une remarque qui fait d'ailleurs référence à ce qu'a dit Félix Hainaut là, sur la piraterie, c'est « ils ne vivaient que de leur chasse ». Lorsqu'on chasse, effectivement, on peut se nourrir, il n'y a pas de difficulté. Mais là, la chasse, c'est un mode de prédation qui est sans doute proche aussi de la piraterie, c'est-à-dire que l'on peut prendre quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que comme boisson, effectivement, l'eau des sources, c'est pas très compliqué, mais le lait, il faut trouver quelque part un troupeau, sans doute. Enfin, il y a quelque chose d'un peu plus compliqué que de chasser du lait. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez étonnant là-dedans. Bon. Voilà ce que dit Justin. Et puis, on en arrive enfin, en bout de course, à Plutarque. Alors Plutarque, c'est cet auteur célèbre qui a écrit des vies parallèles, dont une qui est intéressante à plus d'un titre, qui est la vie de Lycurgue. Alors il est d'époque impériale, 46 vers 125 après, vous le savez tous. Et la vie de Lycurgue, Plutarque explique d'ailleurs que si tant est qu'on puisse écrire une vie, il a quand même essayé d'en écrire une, et il a tendance, Plutarque, à ramener à Lycurgue tout ce qui est constitutif de la cité de Sparte, et bien évidemment, à un moment donné, donc en 28.2 et suivant, il va nous expliquer la cryptie. Alors, le passage est assez compliqué et très intéressant, parce que voilà comment interprète les choses Plutarque. Plutarque, lui, il a ce que nous n'avons pas sur sa table de travail, des volumens de papyrus avec des œuvres que nous avons perdues. Et il a eu à sa connaissance, effectivement, Platon, par exemple, pas l'abrégé de Justin, mais peut-être Trogue Pompée, enfin c'est peu probable, mais en tout cas Aristote, évidemment, et c'est ce qui d'ailleurs il nous dit. Alors, c'est ce qu'on appelle chez eux la cryptie, donc chez les Spartiates. Si toutefois, c'est, comme le rapporte Aristote, une institution de Lycurgue. La cryptie, donc, qui aurait inspiré à Platon ainsi cette opinion sur la constitution de Sparte et sur son auteur. Donc, il fait référence à Platon, donc au texte des lois que je vous ai montré, certainement. Voici ce que la cryptie était. Il nous explique. De temps à autre, les archontes, alors le mot employé c'est archonte, donc c'est un magistrat, mais il ne spécifie pas quel type de magistrat, envoyaient dans la campagne, sans but déterminé, ceux parmi les jeunes, donc les néoi, qui leur semblaient les plus intelligents, avec des poignards et la nourriture nécessaire et rien d'autre. Se dispersant le jour dans des endroits couverts, ils se cachaient et se reposaient. La nuit, descendant sur les chemins, ils égorgeaient celui des ilotes qu'ils surprenaient.
Souvent aussi, pénétrant dans les champs, il tuait les plus forts et les meilleurs d'entre eux. Ensuite, Plutarque nous fait un parallèle avec l'histoire de Thucydide, histoire de la guerre du Péloponnèse 4, 8, 3, où il explique Thucydide que 2000 ilotes en voie d'affranchissement sont liquidés dans des années qui sont parfois difficiles à préciser. C'est pas parce que c'est dans la guerre du Péloponnèse que c'est pendant la guerre du Péloponnèse. Les savants dont le point est mis en avant par un article de Annalisa Paradiso en 2004 vous expliquent que ça peut être en 470, en 460, au moment du tremblement de terre notamment, en 451, 447 ou au moment de l'affaire de Pylos en 424. Puis Plutarque nous dit, Aristote dit même que les efforts, dès qu'ils entraient en fonction, déclaraient la guerre aux ilotes pour que le meurtre soit sans souillure. Là, c'est une pratique religieuse, la possibilité donc de rendre sans miasma, sans souillure, le meurtre donc d'individus qui certes sont des ilotes, donc sont quoi des ilotes? Des dépendants ruraux, proche du statut de serf, si on peut le dire pour faire vite à l'époque médiévale ou à partir de l'Antiquité tardive. Donc, voilà ce que nous dit Plutarque. Et Plutarque, à partir de là, dans les paragraphes 8-11, nous raconte que ilotes, c'est pas simple, on force en général à Sparte les ilotes à des comportements avilissants. Donc il en met 3 paragraphes, là 4 même, 8, 9, 10 et 11, des comportements que je ne reprends pas. Et au paragraphe 12, il dit pour Plutarque que cette cruauté de la cryptie, ou en général, parce que c'est pas clair dans le texte, date d'après 464. C'est-à-dire d'après le tremblement de terre quand les ilotes se réunirent avec les Messéniens. Alors effectivement, en 464, il y a une forte activité sismique dans le monde grec, dans le Péloponnèse en particulier, un grand tremblement de terre qui a été d'ailleurs une cause de la perte d'individus dans l'État lacédémonien, qui, je vous rappelle, à cette époque-là était constitué à la fois de la plaine de Laconie et puis la plaine du Pamissos, c'est-à-dire à la fois donc de la Laconie et de l'autre côté du Tégète de la Messénie. Et en 464, ça a chauffé dur sans doute là, et il y a eu des révoltes d'ilotes, notamment du côté messénien. Simon a été envoyé depuis Athènes, ils n'en ont pas voulu, il est rentré, enfin voilà, il y a toute cette possibilité-là, et plus tard que date cette cruauté, alors de la cryptie ou en général, de ce moment-là. Car je ne saurais imputer à Lycurgue une pratique aussi horrible que la cryptie. Le but de Plutarque, c'est de dédouaner son héros, en quelque sorte, et d'expliquer que Lycurgue, dont il vous a expliqué qu'il est inspiré par Apollon de Delphes et qu'il a voyagé et connu et était un législateur exemplaire, ne pouvait pas concevoir dans son esprit quelque chose d'aussi horrible, dit-il. Alors, sur l'horreur, effectivement, on a quelques attestations. On a celle de Thucydide, qui affirme que 2000 ilotes, à qui les Spartiates avaient promis l'affranchissement à raison des services rendus sur les champs de bataille, disparurent dans des conditions mystérieuses, sans que personne ne pût dire ce qui leur était arrivé. Au point même que la datation de l'événement n'est pas simple à établir. On a également un dénommé Critias, que vous connaissez, puisque c'est le Critias des 30, l'oncle de Platon. On sait ça par donc un discours tardif de Libanios, qui nous en transcrit un fragment, parce qu'on a perdu tout Critias. Voilà ce qu'il nous dit. Les Lacédémoniens s'accordaient une permission de meurtre contre les ilotes. Donc il revient sur cette histoire de meurtre des ilotes. Théoponte de Chios, qui est un historien du IVe siècle, explique le peuple des ilotes subit un sort extrêmement cruel et dur. Je prends un extrait, il développe un petit peu. Isocrate, dans le Panathénaïque, donc l'orateur du IVe siècle, dit « Les efforts ont le droit de choisir parmi les ilotes autant d'hommes qu'ils le désirent et de les mettre à mort, et cela quand, pour tous les Grecs, le meurtre des serviteurs, même les plus pervers des serviteurs, est un crime impie. »
Et puis, cela continue au IIIe siècle avec un auteur donc, qui est Miron de Prienne, qu'on ne connaît que sous forme de fragments et qui apparaît dans cette banque de données d'auteurs disparus que sont le banquet des philosophes ou les Deipnosophistes d'Athénée, Athénée de Nocratis, qui est un auteur du IIIe après, d'origine égyptienne. Et voici ce que dit Miron de Prienne. Quant aux Ilotes, les Lacédémoniens les traitaient avec beaucoup de dureté, etc. Alors, tout ce dossier a été étudié en son temps par Jean Ducas dans plusieurs articles, et notamment son ouvrage paru dans les suppléments du bulletin de correspondance hellénique, qui s'appelle Les Ilotes, je ne me rappelle plus l'année, et Ducas met en avant le concept du mépris des Ilotes, c'est-à-dire donc l'idée selon laquelle les Ilotes sont un peuple ramené à leurs conditions de serfs, qui vivent en famille attachés à un cléros, qui ne peuvent déguerpir et pour lesquels, au moment par exemple des sissities, on les fait boire, on les affuble d'un bonnet en peau de chien, etc. Et il y a en plus, summum, cerise sur le gâteau, cette histoire du meurtre des Ilotes, qui apparaît presque comme un meurtre rituel, dans lequel sont impliqués, semble-t-il, les cryptes. Alors, je reviens à Plutarque pour m'intéresser à un autre morceau de Plutarque, qui est qui est, si toutefois c'est comme le rapporte Aristote, une institution de Lycurgue. Là, en incise, Plutarque nous parle donc d'Aristote. Vous savez que le péripatéticien, c'est-à-dire donc ce philosophe qui n'est pas athénien mais qui a fondé le lycée à Athènes et à la fin du IVe siècle et qui vers 325 met au travail tous ses disciples, donc ses étudiants en quelque sorte, pour qu'ils puissent faire une compilation des 158 Politeiai, constitution des cités les plus importantes du monde grec. Aristote ou ses élèves avaient fait une Lacédaimonion Politeia, c'est-à-dire une Politeia, une constitution des Lacédémoniens, qui est perdue, malheureusement. Nous ne conservons que celle des Athéniens, comme vous le savez, sur laquelle vous avez pu peut-être déjà plancher. Et néanmoins, on en a des bouts de la constitution des Lacédémoniens d'Aristote de différentes manières. D'une part parce que dans les Politiques, qui est un ouvrage de synthèse de toutes ces constitutions, Aristote en incrémente quelques éléments, mais pas du tout sur les cryptes, sur d'autres domaines. Et puis, on a en fait un auteur, alors qui est du IIIe siècle avant, qui s'appelle Héracléides Lembos, qui a eu la bonne idée au IIIe siècle de faire un abrégé des Politeiai, de toutes les Politeiai d'Aristote ou de l'école d'Aristote. Alors, sous forme de fragments, voilà donc ce que l'on a, ces trois lignes que l'on peut traduire, alors 3 lignes que vous voyez en grec, superbe, tout ça, avec un problème qui est donc ici une sorte de... Sur les manuscrits ne s'entendent pas, c'est-à-dire qu'on peut lire à peu près ce qu'on veut, enfin pas tout à fait, mais il y a des lettres qui manquent, et en fait c'est souvent restitué comme cela par Ekretontai. Voilà donc comment le traduit en fait Jean Ducas, qui est quand même un spécialiste de la question. Il traduit cela comme ça: on dit qu'il, Lycurgue, introduisit aussi la cryptie, lors de laquelle on sort de la ville pour se cacher le jour, et la nuit faire des raids en armes et massacrer autant d'ilotes qu'on veut. Alors, Ekretontai est une conjoncture de Coraïs adoptée par Muller, donc des éditeurs antérieurs, et certains manuscrits ont en cet endroit Kryptontai, d'autres une lacune, mais alors Kryptontai, ça n'a pas tellement de sens, parce que ça voudrait dire en gros, donc on introduisit aussi la cryptie, lors de laquelle on sort de la ville pour se cacher le jour, et la nuit, c'est pas faire des raids, mais se cacher encore, parce que ce crypto, c'est se cacher.
en armes et massacrer autant d'ilotes qu'on veut. Alors effectivement, on se dit peut-être qu'on se cache pour massacrer, mais c'est quand même pas très clair. Selene Psoma, qui a récemment fait une conférence sur la cryptie, là j'en suis dans les recherches récentes, je mélange un peu les interprétations anciennes et les récentes recherches, lors d'une conférence qu'elle a donnée à l'école française d'Athènes, donc c'était le 10 novembre 2021, et qui fort heureusement a été, à laquelle on pouvait participer par Zoom, a rappelé que un linguiste américain, Markovitch, en 1975, avait émis une autre leçon possible, qui est assez pertinente, plus encore que la traditionnelle, qui est de considérer que kryptontai, ça pourrait être corrigé en ekryptontai, c'est-à-dire l'idée donc de se disperser. Et voilà comment on pourrait traduire de manière satisfaisante. On dit que Lycurgue a ainsi créé la crypteia, par laquelle encore aujourd'hui les hommes sortent de la ville pour se cacher le jour et la nuit en armes pour se disperser et massacrer autant d'ilotes qu'ils le jugent nécessaire. Alors voilà la démonstration, vous allez me dire beaucoup d'efforts, pourquoi de plus? Si, c'est très intéressant parce que ça permet justement de montrer que Plutarque, vous voyez, dans tout ce paragraphe-là, j'ai mis en rouge à partir du 4, mais même à partir du 3, vous voyez, il s'appuie sur Aristote, justement. Plutarque vous fait une sorte de paraphrase d'Aristote qu'il a sous les yeux, parce que finalement, les mots ou les expressions collent presque terme à terme entre, d'un côté, Héracléidès Lembos qui a fait un abrégé d'Aristote et Plutarque qui, lui, a sans doute Aristote sous les yeux. En grec, vous voyez, il y a l'idée donc de sortir, pour Héracléidès Lembos, sortir alors de la ville sans doute, alors que Plutarque vous dit d'aller dans la Cora. Pour Héracléidès, c'est en armes, et l'autre il dit avec un petit poignard, voilà. Pour l'un, Héracléidès Lembos, il se cache le jour, emeras kryptontai, l'autre dit il passe la journée caché, en gros, et puis le premier explique que la nuit, ils vont tuer les ilotes autant qu'il le faut, hein, c'est-à-dire an epithédeion n, c'est pas l'idée d'un massacre aveugle, c'est l'idée d'un ciblage. C'est-à-dire qu'on ne tue pas tous les ilotes, c'est pas le but. De toute façon, ce serait absurde. On va, si nécessaire en quelque sorte. Si c'est pas nécessaire, on ne fait rien. Voilà. Et puis donc Plutarque a également le même type, en plus long, le même élément de langage. Si Héracléidès est plus court, c'est normal parce qu'il fait un résumé. Plutarque, lui, peut-être, est en train de recopier précisément le passage d'Aristote. Et on a cette idée donc de dispersion chez Héraclite, cette idée donc qui est qui est donc que descendant sur les chemins, il y a quelque chose de plus précis, ou pénétrant dans les champs. Il y a une contextualisation géographique plus précise dans certainement la constitution des Lacédémoniens d'Aristote. Voilà donc pour ce qui est des sources. Donc je vous ai fait un panorama de Platon à Plutarque. Vous voyez, il n'y a pas énormément de sources qui parlent des cryptes en situation. Pour ce qui est des interprétations, alors les interprétations, elles sont intéressantes. D'abord, on y a vu un rite de passage initiatique pour une élite de jeunes spartiates. Le livre, qui est par ailleurs excellent, hein, de Nicolas Richer, Sparte, Cité des Arts, des Armes, des Lois, Paris 2018, a un petit chapitre de 2 pages, un petit paragraphe de 2 pages qui s'intitule « Une épreuve pour une élite, la cryptie ». Et pour bâtir cela, finalement, il s'appuie, alors, pas directement sur Vidal-Naquet, mais en fait sur Jean Ducas. Mais Jean Ducas s'appuie sur Vidal-Naquet. Donc je vous ai déployé le raisonnement. Pierre Vidal-Naquet,
Pierre Vidal-Naquet est l'auteur français, célèbre, un grand homme, en plus d'avoir été un grand historien, qui, dans Le Chasseur noir, forme de pensée et forme de société dans le monde grec, Paris 1981, rassemble 2 articles qui sont parus avant. L'un qui s'appelle « Le Chasseur noir et l'origine de l'éphébie athénienne », et l'autre qui s'intitule « Tradition de l'hoplite athénien ». Alors vous allez me dire, on parle beaucoup d'Athéniens et pas de Spartiates, mais en fait, dans ces 2 articles, il parle de Sparte et des cryptes. Et voilà en gros la pensée de Pierre Vidal-Naquet, c'est que l'éphèbe pour Pierre Vidal-Naquet est à Athènes ce que le crypte est à Sparte, sauf que la cryptie constitue la phase terminale de toute l'agoguet. Vidal-Naquet s'intéresse au mythe, c'est en ça qu'il est précieux d'ailleurs, et il développe l'étude d'un mythe, l'étude de Mélanthos, qui est le noir, dans la mythologie athénienne, donc un personnage qui va aux confins du territoire, se bat et passe du statut de noir au statut de se bat contre, voilà, ou se passe au statut de blanc au statut de noir au statut de blanc. C'est de l'anthropologie. Ce qu'il y a de plus intéressant. D'ailleurs, Vidal-Naquet fonde une école historiographique et de recherche, que l'on appelle l'école de Paris. Alors pas seul, il le fait avec Détienne, et puis donc Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant. Pour Vidal-Naquet, éphébie ou cryptie, c'est de toute façon une période de latence, de mise à l'écart, aux marges, dans la brousse, d'une classe d'âge de jeunes gens qui, à travers ce qui est un rite de passage, donc ces jeunes gens passent de l'adolescence à l'âge adulte, de la ruse à l'ordre, de la non-citoyenneté à la citoyenneté, du cru au cuit, pour reprendre le vocabulaire de Lévi-Strauss sur lequel il s'appuie. Alors, c'est pas inintéressant. C'est même, il y a de très bonnes intuitions là-dedans. Il y a quelque chose de vrai. Mais ça s'appuie notamment sur des travaux d'ethnologues ou d'ethno-historiens qui étaient ceux-là sans qu'ils ne se définissent vraiment comme cela, qui sont par exemple un Belge qui s'appelle Van Gennep, ou alors Henri Jeanmaire aussi, qui a écrit un livre en 1913 sur Coureuse et Courette, qui est un livre intéressant à lire et très stimulant. Vidal-Naquet, en fait, a une pensée qui est structuraliste. Le structuralisme, c'est, comme on le dit encore aujourd'hui, la dernière invention française dans l'ordre des idées. Depuis que les Français ont inventé le structuralisme, ils n'ont plus inventé grand-chose, vous voyez. Mais c'est l'idée d'un jeu d'opposition, d'inversion binaire. Bon. Jean Ducas, alors, lui, a écrit un ouvrage fort utile, malheureusement en anglais, mais il l'a fait exprès, c'est pour pouvoir faire en sorte que sa pensée soit diffusée dans le monde anglo-saxon, qui s'appelle Spartan Education à Swansea, donc dans le Pays de Galles en 1999, et tout le chapitre 6 finalement est tributaire de Vidal-Naquet. Pour Ducas, c'est un rituel ancien qui a été intégré dans le processus de sélection des élites qui commence avec l'agoguet. Vous voyez, l'idée du rituel ancien, c'est que finalement ce que raconte Vidal-Naquet, ça remonte à l'époque archaïque, enfin voilà, c'est les fondements. Et puis effectivement, à l'époque historique ou à l'époque classique, on garde le rituel. Et les meilleurs donc des ebontes, c'est-à-dire des jeunes gens qui ont atteint 20 ans, deviennent des hypeis. Les meilleurs des hypeis deviennent des cryptes. Et les meilleurs des cryptes deviennent des agathoergoi, c'est-à-dire chargés de missions secrètes hors de Laconie. Là, on est dans une spécialisation et puis dans un élitisme qui est au départ éducatif, mais qui finalement, peu à peu, émerge du côté du militaire. Le meurtre des Ilotes
qu'il conserve, Jean Ducas, en considérant que, puisque Plutarque nous en parle, très certainement, un des travaux, des missions des cryptes, c'était le meurtre des Ilotes. Eh bien, pour Ducas, c'est une mise à mort symbolique exprimant le mépris que leur portent les Spartiates, une sorte de régression vers l'enfance, de la dureté de la vie sauvage. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, ça, c'est la première interprétation. Il y a une autre interprétation qui est très ancienne aussi, ancienne également, qui est l'idée d'une institution militaire chargée du contrôle territorial. C'est-à-dire qu'avant Vidal-Naquet, des savants, notamment allemands, Hermann Koechli ou Wilhelm Wachsmuth, ont développé cette idée-là que les cryptes étaient une sorte de police territoriale. Henri Vallon, dans un petit article intéressant, explication d'un passage de Plutarque sur la loi de Lycurgue nommé la cryptie, donc le passage que je vous ai montré, dans le journal général de l'instruction publique de 1850, parle, lui, de police territoriale. Henri Vallon, qui était un savant, un historien de l'Antiquité, mais aussi l'auteur de l'amendement Vallon du 30 janvier 1875, qui fonde la Troisième République française. Donc c'est pour vous le rappeler. Donc, alors que cette interprétation avait été un peu mise sous le boisseau, il faut attendre Edmond Lévy, donc un spartologue éminent strasbourgeois, qui, dans un article de Ctéma en 1988 sur la cryptie et ses contradictions, soulève en quelque sorte toutes les contradictions de la cryptie. A tendance à commencer un processus de remilitarisation de la cryptie. C'est-à-dire qu'en fait, à part le passage de Plutarque, qui lie précisément les choses avec les Ilotes, et puis si on reprend toutes les attestations, finalement, il voit qu'on insiste sur l'idée d'une formation pour la guerre. Bon. Denis Knöpfler, qui est un moment historiographique important, donc un Suisse de Lausanne, un éminent épigraphiste, professeur au Collège de France, il ne l'est plus, il est à la retraite, a en 1993 repris une inscription trouvée à Ramnonte, une des garnisons de l'Attique, qui au milieu du IIIe siècle, un décret honorifique en l'honneur d'un stratège Épicarès. On est au moment de la guerre de Crémonides, donc on est pas au milieu du IIIe, mais un peu avant, on est entre 267 et 262. Denis Knöpfler découvre, à sa grande surprise, mais avec délectation, que sont mentionnés en Attique, à l'époque hellénistique, des cryptoi. Or, que dit la Vulgate? Des cryptes, oui, on connaît les cryptes à Sparte, mais en Attique, non, on ne connaît pas. Donc, il les découvre et a donc ce pouvoir important de montrer que finalement, il faut peut-être aller plus loin que l'interprétation traditionnelle que l'on faisait des cryptoi. Jacqueline Christian, qui sera présente parmi vous, et moi malheureusement je ne pourrai pas être là, le 21 avril, a, travaillé la question, alors à plusieurs reprises, en annexe, en petites notes, mais a en gros rassemblé son idée principale dans un article en anglais, paru dans dans cet ouvrage-là que je vous donne, Sparte et la guerre, mais aussi dans son excellent manuel Sparte, géographie, mythe et histoire, et développer l'idée que, en fait, les cryptes, effectivement, c'était une sorte de force spéciale qui était chargée si elle devait lutter contre les Ilotes, ne pouvait le faire qu'au moment très précis, à un moment très précis, c'est-à-dire au IVe siècle, comme je vais vous le montrer dans une
diapo suivante, mais pas avant. Et elle pense que les cryptes, c'est une invention, en fait, du moment où la Messénie est séparée de la Laconie, donc après la fameuse bataille de Leuctre de 371, en 369 précisément, lorsque Épaminondas vient donc libérer les ilotes messéniens et recréer donc la cité de Mécène, qui est presque davantage un koinon d'ailleurs qu'une cité. Et puis moi-même, donc j'ai fait une sorte de survey en reprenant tout cela et en essayant de comprendre les choses. Et donc je vous livre aussi un petit peu ce que j'ai trouvé, mais je simplement repris les choses et essayé de réfléchir un cran plus loin à tout cela. Alors, du côté athénien, regardons de quoi il s'agit. Si on regarde le décret en l'honneur d'Épicarès, donc 268-267, on a un décret honorifique où le fameux Épicarès est honoré d'une couronne. Pourquoi ? Parce que, dans les considérants, il est dit « Il a assuré la récolte de céréales et de fruits dans un rayon de 30 stades, alors que l'armée ennemie se trouvait dans le territoire. » Donc, il est dans la forteresse de Rhamnonte, au nord-est du territoire, et il doit protéger, en fait, le territoire. Plaçant des cryptoi à des postes d'observation, Epitascopias, et montant lui-même la garde avec ses soldats afin que les récoltes des produits de la terre s'effectuent en toute sécurité pour les paysans. Donc les cryptes apparaissent ici comme une sorte de garde, d'éléments militaires assurant la surveillance du territoire dans la vue de la protection du territoire, articulés sans doute avec d'autres troupes dans la garnison. Un deuxième décret, on a 3 décrets à Rhamnonte qui parlent des cryptes, c'est le décret des cryptes en l'honneur du stratège Philothéos, c'est-à-dire que les cryptes eux-mêmes sont une troupe avec un chef de crypte, des cryptes, et ils peuvent honorer un stratège parce qu'il les a bien dirigés. Et alors on a le texte grec, je vous le traduis, je vous le dis pas, mais en gros ce qui est dit c'est que on lui accorde Stéphanosai, Chrusto Stéphano, Arete Sénéca, Kaidi Kaiosune, donc on va l'honorer d'une couronne d'or en raison de sa valeur et de sa justice qu'il a toujours manifestée, prostus scriptus, donc à l'égard des cryptes. Et puis on a enfin un décret inédit pour les Démotes et les Athéniens résidant à Rhamnonte en l'honneur du stratège Archandros, qui parle également des cryptes. Alors, la composition des cryptes athéniens, de cette troupe athénienne, elle est intéressante. Donc, ce que j'avais constaté, moi, en étudiant les choses d'un peu près, c'est que le corps des cryptoi attiques est composé à la fois de citoyens athéniens et d'étrangers. On voit apparaître, par exemple, dans les quelques mentions de cryptes, parce qu'on a des listes ensuite de ceux qui cotisent pour donc trouver de l'argent pour ériger la stèle et puis donner la couronne. On a trouvé un mégarien, un sinopéen, donc de Sinope, au nord de l'Anatolie, et un platéen. Bon, le platéen et le mégarien sont plus proches, sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle proportion, bien sûr. Cette mixité est une caractéristique que les cryptoi athéniens partagent avec les péripoloi, dont nous a parlé tout à l'heure Monsieur Hainaut, les patrouilleurs, connus par différentes sources à Athènes dès le 5e siècle. Durant la guerre du Péloponnèse, ces péripoloi étaient aussi constitués d'étrangers. On le voit ça notamment au moment du meurtre de Phrynikos, qui est l'un des 400. Et au IVe siècle, les péripoloi étaient des soldats athéniens, des mercenaires et pour une part des éphèbes. Donc on a une troupe composite de péripoloi. Et alors j'avais abouti à ce résultat qui est qu'on a des cryptes à Athènes, à Sparte, mais au IVe siècle, à Athènes, on n'a pas des cryptes, on a des péripoloi. C'est comme ça que ça s'appelle. L'équivalent des cryptes, c'est des péripoloi. Au IIIe siècle, on a des cryptes. Jusqu'en 229, après, pour une raison, Athènes passe de l'emprise macédonienne à l'emprise lagide, et on a ensuite un autre changement, on a des hypaitroi. Ça veut dire des gars qui dorment à la belle étoile, en fait. Vous voyez ? Donc, des péripoloi, des gens qui font le tour du territoire, les cryptoi, des gens qui se cachent sur le territoire, et des hypaitroi, des gens qui dorment à la belle étoile. Vous voyez, la sémantique est intéressante. À Sparte, on a des cryptes, donc lesquels, ceux de Vidal-Naquet, ceux de Henri Vallon, donc des cryptes ou cryptoi, et puis
Au IIIe siècle, on a aussi des cryptes à Sparte, et des cryptes d'un ordre un peu différent. Alors, sur cette carte, les deux cartes, avant et après 369, avant 369, vous voyez que l'État lacédémonien, c'est les 2/5 du Péloponnèse. Après 369, crac, la Laconie. Lacédémone, c'est plus que la Laconie. Les Messéniens sont libres, l'Arcadie, l'Achaïe, etc. Bon, ça c'est le 4e. Et au IIIe siècle, on a un roi qui s'appelle Cléomène III, 237-219, et on a donc un État laconien qui se trouve ici, qui est une espèce de revival intéressant, bon voilà, et qui va lutter contre la confédération ou le koinon des Achaïens, mais qui malheureusement, à la fin de son immense expansion, parce que vous voyez dans la carte numéro 2, Sparte avait mangé quand même tout ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas récupéré la Messénie, mais ils avaient récupéré l'Achaïe, Épidore, voilà, et quasiment un bout de l'isthme, ils étaient en butte contre Corinthe. Le roi de Macédoine, Antigone d'Ozon, descend dans le Péloponnèse et règle la question avec les Achaïens, et puis en créant une ligue qu'on appelle la Koiné Submachia, et tout ça se finit en 222 à la bataille de Sélasie. Alors cette bataille de Sélasie, la voici, donc une bataille où les troupes donc, de Cléomène qui se trouvent ici sur le flanc droit et de Cléidas, son frère, sur le flanc gauche, s'opposent aux grandes troupes donc, d'Antigone, d'Ozone, qui sont déployées, vous voyez, sur les deux ailes. Alors c'est une bataille que je ne vous explique pas dans le détail, mais le passage qui nous intéresse, c'est cela. C'est donc un passage tiré de la vie de Cléomène de Plutarque qui nous dit « Philarque, d'autre part, affirme qu'une trahison fut la principale cause de la défaite de Cléomène. Antigone avait ordonné aux Illyriens et aux Acarnaniens d'opérer secrètement un mouvement tournant pour encercler celle des deux ailes de l'ennemi que commandait Eucléidas, le frère de Cléomène. » Alors vous voyez, ils sont là, ces troupes-là, et ils vont faire un espèce de petit mouvement tranquille de prise en revers, là, tout ça, et Eucléidas ne voit rien venir, ni Cléomène. Après quoi, il rangeait le reste de son armée en ordre de bataille. Cléomène, du poste d'observation où il se trouvait, il était sur l'autre colline, il ne voyait pas bien ce qui se passait derrière la colline de l'Eas, lui était sur l'Olympos. Cléomène, donc, d'où il se trouvait, ne voyant nulle part les troupes illyriennes et acarnaniennes, il savait qu'elles étaient là, mais il ne les voyait plus à un moment donné, craignit qu'Antigone ne les utilisât pour quelque manœuvre de ce genre. Il appela donc Damotélès, qui avait été précédemment, à ce que l'on dit, corrompu à prix d'or par Antigone, et qui est, alors ça a sauté malheureusement, et qui est donc le préposé aux cryptes, c'est le chef des cryptes, voilà, c'est le point le plus intéressant qui a sauté. Bon, j'ai sauté une ligne en le recopiant, donc le chef des cryptes, donc, il le fait venir, et Damotélès prétendit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, que tout allait bien, qu'il fallait seulement s'occuper de ce qu'on voyait en face de soi pour repousser l'ennemi. Et Cléomène le crut, et Cléomène marcha contre Antigone, et Cléomène se fit battre à la bataille de Sélasie. Alors, effectivement, Cléomène avait à sa disposition donc une troupe spécialisée de supervision du territoire, qui était capable de préciser les positions des uns et des autres, et sur laquelle il pensait pouvoir compter pour se renseigner. Et malheureusement, Damotélès ayant été corrompu, ça ne fonctionne pas. Alors longtemps, ce passage de la vie de Cléomène de Plutarque a été écarté parce que traditionnellement, la bataille de Sélasie est racontée par Polybe et Polybe ne fait pas mention de cela. Mais Plutarque utilise Polybe et la place de la trahison de Damotélès a vraiment un rôle à jouer dans le processus de défaite de Cléomène à Sélasie. Et cela correspond bien notamment au climat de stasis
qui affectait la cité spartiate, où on voit que certes Cléomène était un roi, mais il avait quand même affaire à des citoyens qui ne pensaient pas forcément toujours comme lui. Voilà donc ces cryptes à Sparte, donc, et pour retour au tableau, donc cette idée que il y en a, mais que finalement les cryptes de Sparte en 222, ils ressemblent aux cryptoi athéniens du milieu du IIIe siècle. Alors à partir de là, eh bien, les interprétations sont lancées. C'est-à-dire que il y a par exemple des gens comme Wellweil, qui est un grand historien allemand, qui considère qu'il est étonnant que malgré une tradition douteuse, la chasse aux ilotes des cryptoi soit restée une partie intégrante du mythe de Sparte. Alors là, on se bat toujours avec la même hydre à Sparte, c'est-à-dire le fameux mythe spartiate, ou mirage spartiate, qui fait prendre parfois des vessies pour des lanternes. Et Wellweil, lui, est un des partisans qui considère que les cryptes n'ont pas grand-chose à voir avec le massacre des ilotes. C'est difficile à dire parce que quand même Plutarque nous en parle, mais peut-être que Plutarque n'a pas interprété de manière satisfaisante ce massacre des ilotes et a ramené le massacre des ilotes opéré par des cryptes à l'attestation de Thucydide qui nous parle d'une disparition de cryptes massive de 2000 cryptes. Deuxième élément, Jacqueline Christien. Jacqueline Christien, elle fait remarquer que toutes les attestations sur les cryptes ne remontent pas au-delà de Platon. Et donc, elle insiste vraiment sur l'importance de l'amputation de la Messénie. Vous voyez là, dans un article, elle a fait une petite carte où elle montre qu'en fait, pendant quelques années après 309, il y a eu une espèce de front, si vous voulez, il fallait gérer le problème messénien, et donc il fallait aussi sans doute gérer les cryptes, enfin il fallait gérer aussi des messéniens qui ilotent ou révoltés, et donc les cryptes auraient pu servir à cela. La question en fait qui se pose, c'est de savoir depuis quand les cryptoi spartiates sont-ils chargés de la surveillance du territoire. Alors, très récemment, donc Denis Knoefler est revenu sur la question des cryptes et a découvert, parce qu'il aime bien découvrir des termes dans des manuscrits, c'est toute sa qualité, que dans un passage donc du génie de Socrate, de Plutarque, qui est donc dans les Moralia, eh bien, à un moment donné, ici, là, ce fameux Creitus, c'est pas Creitus qu'il fallait lire, on a une crux, là, vous voyez, une lacune, et il fallait restituer Cryptus. Alors, c'est quoi ce passage ? Je vais vous en donner la traduction, c'est plus simple. C'est l'histoire, donc, du moment où la garnison spartiate qui occupe la Cadmée, qui, je vous le rappelle, est prise, donc la forteresse, l'acropole de Thèbes, qui est prise en 382 par les Spartiates, notamment un Spartiate Phoibidas. Les Thébains se libèrent en 379, 3 ans plus tard. Voilà ce que dit le texte. Il dit « Les partisans de Sparte s'enfuirent de la ville vers la Cadmée. » Vous voyez, c'est-à-dire que Thèbes avait pu être prise parce que, comme toujours, il y avait une stasis et les partisans de Sparte avaient pris le pouvoir à Thèbes. Et là, voyant que les partisans démocrates, alors les partisans thébains de Sparte étaient des oligarques, les démocrates reviennent en force, Pélopidas et Paminondas, ils reprennent la cité, et finalement les partisans thébains se planquent dans la Cadmée, entraînant avec eux les cryptoi, un groupe d'hommes qui avaient l'habitude de bivouaquer chaque nuit au pied de la citadelle. La garnison de la hauteur, devant cette débandade désordonnée, est terrifiée, alors que nous étions visibles sur l'agora, qu'aucun quartier ne restait tranquille, mais que des bruits et des sons de tumulte leur parvenaient de toutes parts, n'étaient pas disposés à descendre dans la ville. Et bien qu'elle soit forte de 1500 hommes, mais elle était terrorisée et se réfugiait sous le prétexte qu'elle attendait Lysanoridas, qui avait promis de revenir le jour même. Et effectivement, l'Armoste n'est pas là, pas de chance. Bon.
cryptoi, les cryptes apparaissent avant 369, dès 379. Vous allez me dire, c'est peu de date, c'est peu de temps, mais bon, il y a quand même un problème. On peut remonter au-delà de ce que pense Jacqueline Christian. Auparavant, Creitus, vous voyez, il n'y avait pas Cryptus, il y avait Creitus, on appelait ça les incomparables. C'est comme ça qu'on traduisait. On ne savait pas trop ce que c'était, les incomparables, mais c'était une troupe d'élite aussi, très certainement. Et pour finir, et je terminerai là mon survey, on peut peut-être remonter encore un peu. Et on a un passage assez problématique de l'Anabase de Xénophon, que j'ai découvert là, qui dit quelque chose d'intéressant. Alors l'Anabase, vous voyez où c'est 401-399, l'expédition des 10 000. Xénophon a par ailleurs écrit la Constitution des Lacédémoniens, qui est quand même un bon texte. Hein. Il ne parle jamais des cryptes là-dedans. Ce qui fait dire d'ailleurs à Jacqueline Christian que c'est après Xénophon. Elle date de 378 à peu près, la Constitution des Lacédémoniens. Bon. Et voilà ce que dit Xénophon. Alors Xénophon, c'est l'Athénien de service, et il y a un Spartiate qui s'appelle Kérysophos. Et il dit à Kérisophe, ils sont en expédition, vous savez, ils se replient, tout ça, ils sont un peu dans la panade, et à un moment donné, ils doivent prendre une position. Et voilà ce qu'il dit. Car on me dit, Kérisophe, que vous autres, les Lacédémoniens qui appartenez aux Homoioi, vous vous exercez dès l'enfance à dérober, et que ce n'est pas pour vous une honte, mais un honneur de dérober tout ce que la loi n'interdit pas. Donc vous voyez, ça fait une allusion à cette idée que les cryptes, c'est ceux qui volent, etc., dans l'exercice pénible dont on parlait au début. Afin que vous excelliez dans ce genre d'activité et appreniez à ne pas vous laisser attraper, votre loi prescrit que si vous vous laissez surprendre en train de voler, vous êtes passible du fouet. Eh bien, c'est pour toi le moment ou jamais de montrer que tu as profité de cette éducation. En prenant bien garde que nous ne soyons pas attrapés quand nous irons, à la dérobée, saisir cette position dans la montagne. Tu nous épargneras ainsi les coups. Vous voyez, il y a quelque chose d'ironique. Les coups, c'est pas les coups des magistrats spartiates, c'est le coup des ennemis qui... voilà. Et alors, Kérisophe rétorque à cela que par éducation, les Athéniens, eux, reçoivent comme éducation et deviennent des sortes de spécialistes pour détourner les fonds publics. Alors, vous voyez, on est... plus on essaye d'approcher de la vérité, et plus les choses sont complexes. Et là, on est dans l'ordre de la représentation, quand même, quelque part. Bon, voilà. Alors... je n'ai pas de doctrine à ce jour totalement définie sur ce que sont précisément les cryptes spartiates. Et je vous remercie de votre attention. Voilà. On va avoir le temps peut-être. Oui, une petite question, oui. Il est tard, oui. Oui, bien sûr. En fait, c'est ça, le secret, il est là. C'est-à-dire que, en fait, les institutions, elles sont mouvantes, elles évoluent. Elles ne sont pas figées définitivement. Il est probable que la cryptie réponde à une mission et un contour à une époque, et que par évolution, elles deviennent autre chose à une autre époque. La question est de savoir si l'on conserve l'idée vidalnachienne de la cryptie, ou si on essaye de trouver un aménagement, une amodiation, une articulation avec cette idée-là, qui n'est pas inintéressante néanmoins. Vous voyez ? Donc voilà, tout est façon de présenter les choses. Il est sûr qu'au IIIe siècle, les choses sont beaucoup plus claires. C'est-à-dire que les cryptes de la bataille de Sélasie et les cryptes à Athènes, à Rhamnonte, semblent quand même avoir des compétences un peu similaires. Toute raison gardée d'ailleurs, parce que vous savez, en histoire ancienne, on n'a pas quand même, on croule pas sous la documentation et on n'a pas une vision très très claire constamment des choses. Mais voilà, on est dans un autre domaine. Et vous avez raison, c'est ça. Voilà. C'est bon ? Oui, je pense que c'est bon. Parce qu'il va être 21h. Bah oui, voilà, c'est ça, et ça ferme. Bon, mais merci beaucoup.